Merci, Dominique. Bon après-midi à tout le monde. Vous êtes un bon public, je n'ai pas dit un mot encore. Merci d'être encore là. Je sais que vous aviez un programme chargé pour les 2 jours. C'est sûr que c'est la sieste postprandiale, donc on va essayer de vous garder réveillés. Alors, le sujet qu'on m'avait donné, c'était FPI. Fait qu'on va essayer de débroussailler un peu les différents types. Qu'est-ce que c'est la fibrose, les maladies interstitielles, parce que c'est plein de termes, l'anglicisme que j'aime pas, là, mais des umbrella terms qui veulent dire plein de choses et qui regroupent plusieurs diagnostics sous deux et qui sont utilisés un peu à toutes les sauces. Alors, mes conflits d'intérêts qui ne sont pas reliés au sujet de la présentation. Alors, nos 3 objectifs pour la journée, essayer d'établir, comme j'ai dit, quels sont les différents types de fibrose pulmonaire et maladies interstitielles. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de faire un diagnostic de maladie interstitielle une fois qu'on sait qu'il y en a une, mais comment est-ce qu'on fait pour identifier de laquelle il s'agit? Puis, enfin, d'évaluer l'impact d'un diagnostic chez le patient sur la qualité de vie et le pronostic. Alors, j'ai 3 petits cas juste pour vous montrer comment c'est des patients qui peuvent avoir des présentations larges et de tout type. Alors, les 3 patients qu'on pourrait voir en clinique là, de maladies interstitielles. Hector, 82 ans, ancien fumeur de 40 paquets à l'année, qui a de la dyspnée progressive depuis à peu près 2 ans, la toux sèche. Il est vu à la clinique, il reçoit un diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique, il se détériore rapidement, il a besoin d'oxygénothérapie, initialement juste seulement à l'effort parce qu'il désature beaucoup, puis ensuite progressivement toute la journée, puis il décède 1 an après son diagnostic. Un deuxième cas, Caroline, 32 ans, qui a du réno, là, les doigts qui changent de couleur au froid, du reflux gastro-œsophagien, qui a vu un rhumatologue qui lui a diagnostiqué une sclérodermie, est complètement asymptomatique au niveau pulmonaire. Son rhumatologue lui dit qu'il entend des crépitants, l'auscultation, puis elle va vivre avec sa sclérodermie pendant 30 ans et n'aura jamais de symptômes de sa maladie pulmonaire. Puis le 3e cas, Paul, 54 ans, qui, lui, a de la toux sèche depuis 6 mois. Puis quand on le questionne, il élève des pigeons voyageurs. Et lui, il va être très affecté, beaucoup de symptômes, puis ça l'empêche de faire ses journées de travail. Donc, vous voyez que les maladies pulmonaires interstitielles ou fibrose pulmonaire, c'est vraiment un groupe de patients super hétérogène. Hein. Ça peut aller des jeunes patients dans la vingtaine avec des connectivites et d'autres maladies à des gens plus âgés qui vont avoir des fibroses pulmonaires idiopathiques. Puis c'est vraiment un grand groupe de maladies. On dit, là, si on regarde dans les gros textbooks de médecine, qu'il y a à peu près 150 étiologies de maladies interstitielles. Fait qu'on utilise... C'est plus beau en anglais là, parce que maladie interstitielle, là, il y a une bonne abréviation. On n'a pas encore de bonne abréviation en français pour maladie interstitielle. Fait qu'on tend à utiliser souvent fibrose pulmonaire parce que pour les patients, des fois, c'est plus difficile de retenir maladie interstitielle. Des fois, c'est plus inflammatoire que fibrotique. C'est pour ça qu'on aime interstitiel plutôt que de dire fibrotique ou pas. Mais ça reste qu'une fois qu'on identifie, bon, il y a de la fibrose, il y a de l'inflammation, il y a quelque chose d'une maladie interstitielle, le premier défi des médecins et de toute l'équipe traitante, c'est d'identifier quelle est la cause. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est super important. Puis ce qui est difficile, c'est que comme en pneumo, on n'a pas beaucoup de symptômes, hein, c'est soit de l'essoufflement, de la toux, mais c'est difficile de distinguer les autres maladies pulmonaires et de distinguer les maladies interstitielles entre elles. Fait que ça, c'est le tableau classique là, qu'on voit sur les différents types de maladies interstitielles. Il y a beaucoup de mots, puis il y a beaucoup d'abréviations, puis finalement, on ne voit pas souvent ces maladies-là. Fait que je vous ai fait le tableau Julie, qui est vraiment plus simple, où on sépare les choses dans 3 catégories. Puis là-dedans, on va regrouper la grande majorité des gens qui ont des maladies interstitielles pulmonaires. Donc, 3 grandes catégories. Une qui est reliée à toutes les expositions. Fait que ça peut être des expositions, les gens qui ont travaillé dans les mines, qui vont développer une amiantose ou de la silicose, ou toutes ces choses-là, ça rentre aussi dans les maladies interstitielles. Les expositions dans l'environnement, on va en reparler un peu plus tard, et les expositions de la médication, de la chimiothérapie, des classiques d'amiodarone et des trucs comme ça. Fait que ça, c'est vraiment une catégorie dont on va reparler. Ensuite, il y a relié aux connectivites, on va parler de ça aussi, et les idiopathiques. Il y a plusieurs maladies interstitielles de type idiopathique. Celle qu'on entend dans les journaux et celle qui est le plus connue et la plus fréquente, c'est la fibrose pulmonaire idiopathique. On sait que la prévalence, le nombre
de cas de maladies interstitielles et de fibrose pulmonaire idiopathique est à la hausse. Il y a plusieurs hypothèses par rapport à ça. Une, c'est les scans qu'on fait maintenant versus les scans qu'on avait ou qu'on n'avait pas il y a 50 ans. Fait qu'on en diagnostique plus. Puis il y a de plus en plus d'options thérapeutiques, même si elles ne sont pas parfaites à l'heure actuelle, qu'on peut offrir aux patients. Fait qu'on a l'impression qu'on en voit plus et que les gens sont plus sensibilisés à l'existence de ces pathologies-là. Donc, on va réviser les 3 catégories. Alors, dans la catégorie exposition, si on exclut les maladies de type là, au travail, la silicose, l'amiante, tout ça, une des causes fréquentes de maladies interstitielles qu'on va voir en clinique, c'est les pneumonies d'hypersensibilité. Fait que les cas classiques, c'est le poumon dyspermie, les gens qui travaillent sur les fermes, qui vont être exposés à des antigènes, les gens qui ont à la maison plein d'oiseaux. Ça, c'est pas mal facile aussi d'identifier. Les trucs en plumes, Ce matin, je voyais un patient que il disait « on n'a rien en plume à la maison, on n'a rien en plume à la maison », puis finalement, ils se sont rappelés que tous les oreillers dans leur chambre, ils avaient eu un héritage de leur grand-mère, puis qui était en plume. Fait que vous seriez surpris des fois comment... Parce que quand on voit les patients, on a tout le temps 1000 questions à leur poser, puis ben là, avez-vous des oreillers en plumes? Ben, ou, tu sais, au Québec, tout le monde a des manteaux à duvet, c'est la même chose un peu. Fait que finalement, de poser toutes ces questions-là pour l'environnement, c'est pas mal important parce que ça va nous aider beaucoup pour le diagnostic. Puis là, est-ce que c'est comme un cas extrême d'infiltration d'eau avec moisissure? C'est pas toujours aussi évident que ça. Des fois, c'est au travail, ils ont eu de l'infiltration d'eau dans leur plafond, puis ça a coulé, puis ça a moisi dans le coin, ou c'est leur douche où il y a eu de l'entrée d'eau et tout ça. Fait que souvent, si on est chanceux, on va avoir une claire histoire d'exposition. On va faire un scan, puis ça va avoir l'air de ça. Fait que quand on regarde ça, il y a vraiment du poumon trop blanc et du poumon trop noir. Fait que quand on a le combo, on a du poumon trop blanc, qui est du verre dépoli, des opacités, puis du poumon trop noir, qu'on appelle du trapping gazeux. Et ça, c'est vraiment classique d'un scan de pneumonie d'hypersensibilité. Le problème, c'est que ça arrive pas souvent dans la vraie vie. Et que c'est pas... Si le patient il a ça, puis il y a 50 oiseaux chez lui, bien, c'est facile, on a le diagnostic. L'ennui, c'est que la pneumonie d'hypersensibilité, ça peut souvent être une espèce de caméléon qui va avoir l'air pratiquement d'une FPI, puis qu'il va falloir, si on regarde le scan, bien, il y a des petits détails qui sont différents. Les FPI, les scans, c'est plutôt les bases, alors que dans la pneumonie d'hypersensibilité, qui s'est chronicisée, mais ça va être des atteintes un peu différentes sur le scan. Fait que quand des fois, on n'a pas des scans typiques, ou que la tranche d'âge n'est pas difficile, puis on n'a pas vraiment de diagnostic. Des fois, on va devoir procéder à une biopsie pulmonaire, puis c'est là qu'on va identifier de l'inflammation chronique, puis des granulomes qui vont vraiment nous faire penser à une pneumonie d'hypersensibilité. L'autre problème, c'est que c'est pas rare qu'on n'identifie pas c'est quoi la cause. C'est pas tout le monde qui vit chez eux avec leur perroquet et tout ça, fait que des fois, c'est pas facile. Puis ça a des gros impacts sur la prise en charge du patient une fois qu'on va avoir trouvé le diagnostic, parce que s'il y a des moisissures chez lui, bien, des fois, c'est pas arrangeable, puis il faut qu'il déménage. Fait qu'avant de dire à un patient, bien là, il faut que vous déménagez, il faut être sûr dans notre shot que c'est vraiment ça le diagnostic, parce que sinon, on crée des grosses répercussions importantes sur la vie des patients. Puis des fois, c'est pas nécessairement super facile. Donc ça, c'est une première catégorie de diagnostic. La deuxième catégorie, c'est les atteintes reliées aux connectivites. Alors, des fois, c'est facile. Hein? C'est le patient complètement à votre droite qui a de la polyarthrite rhumatoïde, qui a des mains déformées, que ça fait des années qu'elle a sa polyarthrite rhumatoïde sous médication. Puis là, elle se présente, elle a de l'essoufflement, on fait un scan thoracique, il y a une atteinte interstitielle. À ce temps-là, c'est facile, elle a une atteinte interstitielle reliée à sa polyarthrite rhumatoïde. Le problème ou l'ennui, c'est que parfois, le premier signe de la connectivité, de la sclérodermie, de la polyarthrite rhumatoïde, du Sjögren, ça va être l'atteinte pulmonaire. Fait que des fois, c'est pas si facile de dire... Puis là, on questionne les patients. Puis là, peut-être que mes doigts, ils changent de couleur, puis ils deviennent vraiment blancs. Puis après ça, ils reviennent rouges au froid. Puis j'ai beaucoup de reflux. Puis mes mains, ils sont comme plus raides qu'elles étaient. Puis peut-être que j'ai des arthrites. Fait que là, finalement, on cherche un peu quelqu'un qui s'était présenté seulement avec des symptômes pulmonaires. Puis on va trouver des connectivites à ces patients-là. Encore une fois, ça, des fois, c'est important aussi de distinguer ces patients-là pour d'autres raisons qu'on verra plus tard. Toutes les connectivites peuvent donner des atteintes interstitielles. Les plus fréquentes qu'on voit, c'est bien sûr la polyarthrite rhumatoïde et la sclérodermie, juste parce que c'est les maladies auto-immunes les plus fréquentes dans la population en général. Donc, c'est eux qu'on voit plus avec des atteintes pulmonaires, juste en termes de fréquence. Et puis, dans la catégorie idiopathique, le fameux terme idiopathique qui veut dire qu'on ne sait pas ce que c'est,
pendant des années, quand on allait un peu avant mon temps, là, mais j'ai attrapé la fin de ça un peu, l'hypothèse de la fibrose pulmonaire idiopathique, c'était qu'il y avait une espèce de loop qui se passait dans les poumons où il se développait une insulte qui se reproduisait une après l'autre, puis il se développait comme un patron d'insulte et de réparation. Puis que la fibrose pulmonaire idiopathique ou la cicatrisation anormale des poumons était liée à cette insulte-là qui entraînait un procédé de réparation. Finalement, avec les années, les chercheurs ont identifié que finalement, c'est pas ça, puis que peut-être que c'est plus vraiment idiopathique, la fibrose pulmonaire idiopathique. Fait que la fibrose pulmonaire idiopathique, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un vieillissement prématuré des cellules épithéliales de type 2 dans les poumons. Il y a dans toutes les cellules du corps, en fait, quelque chose qui s'appelle les télomères. Les télomères, l'association qu'on aime, pour essayer d'expliquer ce que c'est, quand vous avez des lacets, il y a une espèce de bout de plastique au bout des lacets. Ça, c'est le télomère de la cellule. Fait que le télomère, il tient le lacet puis la cellule ensemble. Si vous avez des télomères qui raccourcissent ou qui deviennent vraiment courts ou qui disparaissent, bien là, le lacet, il ne sait pas trop comment se tenir puis il devient un peu tout croche puis il ne se tient pas. Mais c'est un peu ça qui se passe, c'est très simplifié là, mais c'est un peu ça qui se passe dans la FPI. Les télomères sont courts, il y a comme moins de stabilité puis ça fait vieillir les cellules prématurées. Fait que la FPI, quand on regarde les autopsies de patients qui ont eu des transplantations pulmonaires ou quand on regarde des biopsies pulmonaires que ces patients-là ont eues, systématiquement, les télomères sont plus courts. On voit parfois des familles de fibrose pulmonaire idiopathique ou des familles qui ont d'autres sortes de fibrose, mais qui ont 4-5 frères et sœurs. Je pense qu'on a une famille à la clinique qui sont comme 12 frères et sœurs, puis les 6 plus jeunes en ont déjà une fibrose pulmonaire idiopathique. Fait qu'il y a vraiment comme une espèce de stroma familial. Et souvent, dans ces familles-là, il va y avoir des télomères courts, héréditaire, les gens vont avoir, puis les télomères, comme il y en a dans chaque cellule, des fois, c'est associé au blanchiment des cheveux qui vont être prématurés parce que toutes les cellules vieillissent prématurément. Donc ça, on voit ça souvent. Puis on pense que les facteurs de risque de la FPI, le tabac, ça fait vieillir les cellules plus rapidement, puis tout ça contribue au développement de la maladie. Les mécanismes précis, à partir du moment où vos télomères sont trop courts, puis là, ça se passe, il reste encore plusieurs années de recherche, je pense, avant qu'on soit rendu là, mais c'est quand même intéressant de... Maintenant, on a une meilleure idée de ce qui se passe avec la maladie. La FPI, c'est notre pire fibrose pulmonaire, extrêmement mauvais pronostic. Je vais vous montrer une diapo qui compare la FPI à d'autres cancers. Puis ça, c'est un des problèmes que vous avez probablement tous déjà rencontrés. Les patients, ils vont sur Internet, puis ils googlent fibrose pulmonaire, puis là, ils voient 3 à 5 ans. Puis peu importe leur fibrose pulmonaire, des minimes réticulations trouvées par accident, qu'il n'y a aucune répercussion. Ce qu'ils ont lu, c'est qu'ils allaient mourir dans 3 à 5 ans. Là. Fait que ça, c'est pas facile, non seulement pour les patients qui ont la FPI, que c'est pas mal vrai qu'ils ont un mauvais pronostic, et l'autre chose, c'est que pour les autres, ça crée de la désinformation et de la panique un peu générale. Malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y a pas de traitement pour guérir ou effacer la cicatrisation qui est induite par la fibrose pulmonaire, mais il y a des nouvelles options thérapeutiques qui sont disponibles sur lesquelles on pourra revenir. Ça, c'est le classique de la fibrose pulmonaire idiopathique. Là. Fait que ça fait vraiment, c'est différent de l'image de pneumonie d'hypersensibilité que je vous ai montré, qui est vraiment plus l'air inflammatoire. Là, c'est vraiment la cicatrisation. Puis sur l'image de gauche, vous voyez tous ces trous-là, on appelle ça des images en rayon de miel, là, parce que ça a l'air dans l'intérieur d'une ruche, des espèces de petites loculations dans lesquelles les abeilles tout pour le miel. Fait que ça, c'est la courbe de survie à 5 ans de différents cancers comparés à la FPI. Fait que vous avez la FPI complètement sur la droite. Puis vous voyez que par rapport à beaucoup de cancers, c'est sûr que le cancer du poumon, c'est une mortalité vraiment importante, là, mais ça a une mortalité à 5 ans qui est pire que la majorité, ou en tout cas que plusieurs autres cancers. Donc, c'est vraiment un mauvais diagnostic. Donc, pourquoi est-ce que c'est si important, une fois qu'on a identifié une fibrose pulmonaire, une maladie interstitielle, de faire le diagnostic? Bien, un des points, c'est vraiment que le pronostic est super différent. Hein? Quelqu'un qui a une FPI, c'est vrai qu'en moyenne, ils vivent juste seulement 3 à 5 ans après le diagnostic. Alors que quelqu'un qui a une conjonctivite, c'est vrai qu'il y a des patients qui ont une sclérodermie avec une atteinte pulmonaire qui vont se détériorer sur 1 an puis qui vont décéder. Sauf qu'en général, quand on prend tous les patients de conjonctivite ensemble puis on les compare avec les patients de fibrose pulmonaire, ceux avec des maladies auto-immunes vont vivre beaucoup plus longtemps que ceux avec les maladies FPI. Donc ça, c'est important pour l'information qu'on va dire aux patients, mais c'est aussi important pour le traitement. Parce que pendant longtemps, comme je vous expliquais que l'hypothèse était de réparation et d'insulte, on pensait que la FPI, c'était une maladie inflammatoire et les patients étaient traités avec des combinaisons de médications immunosuppressives, puis ça a été démontré qu'on nuisait beaucoup aux patients à faire ça.
Alors que les patients qui ont des conjonctivites, bien, on leur donne des immunosuppresseurs. C'est important de faire le bon diagnostic pour le patient parce que le traitement qui va aider l'un va potentiellement nuire à l'autre. Pour l'instant, les antifibrotiques ont seulement été étudiés, commencent à être étudiés un peu plus en conjonctivite, mais on ne sait pas encore, on n'a pas encore de données pour supporter leur utilisation dans ces maladies-là. Et comme c'est des médicaments qui sont pas mal dispendieux, bien, on n'a pas le loisir de l'utiliser à l'extérieur là, des recommandations. Donc, vous pouvez vous imaginer que le processus diagnostique, c'est long, ça prend plusieurs étapes, ça prend un long questionnaire parce que c'est pas tous les patients qui vont nous dire « ben oui, j'ai de la moisissure partout dans mon sous-sol ». Des fois, il faut poser la question multiples fois, puis il faut penser que leurs loisirs, puis tous les endroits potentiellement où ils peuvent être en contact avec les potentielles expositions qui peuvent donner de la pneumonie d'hypersensibilité. Même chose pour les symptômes de conjonctivite. Des fois, c'est un peu frustre, puis il faut vraiment poser plusieurs autres questions, faire un examen physique complet, parce que des fois, c'est là qu'on va identifier certains indices. Tout le monde, après ça, embarque la série de tests diagnostiques. Pour être honnête, la plupart des patients qu'on voit à la clinique ont déjà eu des scans des poumons, là, mais tous les patients qui ont une fibrose pulmonaire vont avoir un scan. Premièrement, pour identifier s'il y a une fibrose ou pas. Puis deuxièmement, parce qu'il y a certaines maladies, entre autres la fibrose pulmonaire idiopathique, que si on est confiant du patron qu'on va retrouver sur le scan, des fois, c'est suffisant pour faire le diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique. Si on a éliminé toutes les autres causes, puis qu'on a un vrai patron définitif là, sur le scan, parfois, c'est suffisant. On est confiant, notre diagnostic est fait. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tous les patients et des fois, il faut pousser plus loin. Tous nos patients ont en général eu des tests de fonction respiratoire, sinon Claude Poirier se fâche. Puis on fait des tests sanguins à la majorité des patients pour éliminer, comme je vous disais, les maladies auto-immunes. On va faire doser des sérologies puis les anticorps de base comme ça. Advenant le cas où sur le scan, on reste avec des images incertaines puis on n'est pas clair de qu'est-ce qu'on veut faire, mais parfois, il faut procéder à une biopsie chirurgicale. Les patients qui sont trop malades, qui ont déjà de l'oxygène ou qui ont trop de comorbidités, maladies cardiaques rajoutées, tout ça, bien, à ce moment-là, on ne peut pas faire une biopsie. Fait que des fois, on va rester malheureusement avec une espèce de boîte pas claire de patients. Puis malheureusement, c'est plus souvent qu'on pense, là, c'est 15 à 20 des patients qui vont avoir une fibrose dite non classifiable, qui est un peu un diagnostic melting pot où on va mettre tout le monde ensemble, soit qu'on ne peut pas faire de biopsie ou qu'on a fait une biopsie puis qu'on n'a pas de diagnostic malgré ça, parce que contrairement à plein de pathologies, entre autres le cancer, où on fait une biopsie puis c'est rarissime qu'on n'a pas le diagnostic après, mais en fibrose, malheureusement, ça arrive. Donc, une fois qu'on a fait toutes les étapes, qu'on a fait l'évaluation, on met souvent ça tout le monde ensemble pour avoir une réunion multidisciplinaire. On va discuter les radiologistes, les pneumologues, les pathologistes. Fait que vous comprendrez que ça, c'est long. C'est beaucoup d'étapes, puis pour les patients, c'est vraiment pas facile. Le processus diagnostique de fibrose pulmonaire, souvent, c'est assez traumatisant et difficile pour les patients. Ça génère beaucoup d'anxiété. C'est une période qui peut prendre jusqu'à 18 mois, puis souvent, ils vont voir leur médecin de famille, ils vont voir un cardiologue parce qu'ils ont 70 ans, ils sont essoufflés, bien, on pense que c'est le cœur. Fait qu'ils vont voir un cardiologue qui va dire qu'il n'y a rien. Là, après ça, on ne sait pas trop, c'est sûrement de la MPOC parce que tout le monde a de la MPOC. Fait que là, ils vont avoir des pompes, puis ils ne s'amélioreront pas. Puis, fait que c'est vraiment difficile, ils vivent avec beaucoup d'incertitudes. Puis, systématiquement, quand on demande aux patients comment ça s'est passé, leur diagnostic, c'est difficile vraiment pour tout le monde. Puis, il y a d'autres difficultés reliées à ça, donc on pourra revenir. Rapidement, la prise en charge des patients, il n'y a pas beaucoup, c'est globalement la même prise en charge que toutes les maladies pulmonaires chroniques. Je pense que la seule différence, c'est vraiment l'établir le bon diagnostic, là. Je pense que c'est ça qui distingue de beaucoup des autres maladies parce que nous, parfois, c'est un processus plus difficile qui va être plus long. Juste un mini partie sur le traitement, là, parce que je ne veux pas m'attarder trop sur ça. Le traitement dépend vraiment de quel est le diagnostic, quelle est la sévérité de la maladie et comment le patient évolue. Parfois, on a une atteinte dont on n'aura pas de diagnostic, qui va être très légère, qu'on va suivre le patient sans le traiter. Dans les cas d'exposition reliée aux pneumonies d'hypersensibilité, le traitement numéro 1, c'est de se débarrasser des perroquets, de défaire sa maison, de nettoyer les moisissures, de jeter son manteau et tous ces trucs-là. Et parfois, on va donner de la médication immunosuppresseur. Puis, pour la FPI, là où c'est différent, c'est que c'est des médicaments antifibrotiques que vous avez probablement vus et qui sont nouvellement disponibles. Ces médicaments-là, on sait que la FPI, c'est un extrême mauvais pronostic. Il n'y avait rien jusqu'à maintenant qui avait montré efficace pour aider les patients. On se rend compte qu'on les nuisait avec les médicaments qui étaient disponibles. L'avantage de cette médication-là, c'est que ça ralentit le déclin de la fonction pulmonaire comparativement aux patients qui ne sont pas traités. Pour l'instant, c'est approuvé chez les gens qui ont une fibrose pulmonaire idiopathique légère à modérée.
Bon, la vaccination. Fait que juste un mot sur ça. Quand on questionne les patients, pourquoi est-ce que c'est difficile d'avoir la fibrose pulmonaire? Je pense qu'il y a 3 choses qui reviennent vraiment. Une, c'est l'expérience du diagnostic que je vous ai déjà parlé. L'autre, c'est l'absence, ou en tout cas le peu de sensibilisation de la population générale à qu'est-ce que c'est de la fibrose pulmonaire ou de la fibrose pulmonaire idiopathique. Si on dit à un patient, vous avez le cancer, bien, il ne vous écoute plus parce qu'il fait juste dire j'ai le cancer, mais son ami, puis son frère, puis son voisin, ou de l'emphysème, les gens savent qu'est-ce que c'est. La fibrose pulmonaire, souvent, les gens n'ont jamais entendu eux-mêmes qu'est-ce que c'est, puis quand ils l'expliquent à leur famille ou leur entourage, les gens ne savent pas. Fait que quand on les questionne là-dessus, ça, c'est vraiment difficile. Et l'autre problème, c'est que quand ils vont en ligne, il y a une étude l'année passée qui a été publiée où les gens ont regardé les 200, quand vous allez sur Google, puis vous tapez en anglais « fibrose pulmonaire idiopathique », plus que 80% des 200 premiers sites Internet ont des informations qui ne sont pas à jour et qui sont mensongères. Fait qu'on peut, tu sais, en français, il y en a encore moins de disponibles, puis c'est sûrement pas mieux qu'en anglais, là. Fait que les patients, ils lisent des affaires qui ne sont pas vraies et en plus, ceux qui n'ont pas la FI lisent des affaires qui ne sont pas sur leur diagnostic. Fait que ça crée une espèce de climat de panique et les patients se sentent mal éduqués et ils ont l'impression de ne pas avoir de ressources disponibles. Je me permets de faire une plug sur le programme Mieux vivre avec une fibrose pulmonaire. Ce qui est bien avec ce programme-là, c'est qu'on a inclus la majorité des types de fibrose pulmonaire à l'intérieur, fait que c'est pas centré sur un diagnostic. Les patients qui avaient moins de ressources dans d'autres diagnostics vont retrouver à l'intérieur de ces documents-là des informations par rapport à leur diagnostic, la pneumonie hypersensibilité, les patients qui ont des connectivites. Puis on l'a vraiment développé en demandant aux patients de quoi vous voulez qu'on vous parle, c'est quoi vos besoins, puis sur quoi on devrait vous éduquer pour que vous aider à mieux comprendre votre diagnostic. Fait que vous le savez probablement, là, mais on a un beau site Internet sur lequel vous pouvez aller. Donc voilà. Bon, ça va. On suit les patients régulièrement en clinique, 3 à 6 mois, test de fonction respiratoire, parce que c'est un peu ça qu'on a pour suivre les patients puis pour se réajuster. Malheureusement, plusieurs vont développer des comorbidités et des complications, donc je ne vous parlerai pas parce que mes collègues qui vont me suivre vont parler de ça. Mais on leur fait faire des tests de fonction respiratoire souvent, puis ça, des fois aussi, c'est une explication de pourquoi on fait ça, mais c'est beaucoup plus sensible que les scans et tout autre examen qu'on peut avoir pour le suivi. Un mot pour mon infirmière de greffe, là. Malheureusement, les patients qui ont la fibrose pulmonaire idiopathique particulièrement et les autres fibroses, souvent, c'est des gens plus âgés. Fait que c'est pas tout le monde qui va être candidat à une transplantation, malgré qu'ils vont tous devenir probablement assez sévères pour être un potentiel candidat. C'est important d'y penser. Puis de plus en plus, avec la prévalence qui augmente, il y a de plus en plus de patients qui sont greffés. Avant, Charles Poirier me disait que 80% des patients, ou 70% des patients qui étaient greffés, c'était pour de la fibrose kystique, 30% MPOC. Maintenant, c'est 50%. Ben, pas beaucoup de MPOC, à peu près autant de fibrose kystique que de maladies interstitielles. Fait que c'est quand même plusieurs de nos patients qui vont avoir une transplantation. Puis un dernier mot, parce que les gens de la MPOC, là, ils ont tellement bien appris les choses d'exacerbation, là. Les exacerbations de toutes les fibroses, c'est pas comme les exacerbations de MPOC du tout. Les exacerbations en fibrose, là, c'est vraiment, vraiment pas drôle. La mortalité, c'est plus que 50%. Fait que les patients, malheureusement, les patients ne peuvent pas sentir leurs symptômes, prendre leur plan d'action. À moins qu'ils fassent une bronchite puis qu'ils crachent vert, puis on leur donne des antibiotiques, mais c'est vraiment quelque chose de complètement différent, qui est très mal compris, puis qu'on ne sait pas encore exactement ce que c'est. Mais pour le moment, on n'a pas beaucoup de données avec ça. Fait que ça, c'est un peu difficile des fois, là, parce qu'on aimerait ça, donner de la prednisone avec des antibiotiques, mais malheureusement, les exacerbations de fibrose pulmonaire, c'est pas mal à l'hôpital que ça se passe dans 99% des patients parce que sinon, c'est trop sévère et les patients sont trop à risque de complications. Donc, en conclusion, c'est vraiment important de faire un diagnostic de fibrose pulmonaire et je rajouterais, c'est important pour le patient de savoir de quel type de fibrose pulmonaire il a, parce que ça va l'aider dans qu'est-ce qu'il va lire, à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Il reste encore beaucoup de place à l'éducation et pour les patients, pour les aider à mieux comprendre leur maladie, parce que encore aujourd'hui, je voyais une patiente, puis là, sa femme avait pris comme en note toutes ses affaires, puis là, tu sais, c'est comme plusieurs pneumologues qu'elle voit avant moi, puis je me dis, c'est triste qu'encore là, on a encore besoin de beaucoup d'éducation pour les patients parce que ça les fait paniquer, puis c'est pas facile, ce niveau-là. Puis sinon, prise en charge qui est similaire aux autres maladies respiratoires. Donc, merci.